Madame, Monsieur, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de l'Association des maires de France, Mesdames et Messieurs, ça a commencé par des remarques. Toute la litanie des violences psychologiques y était, je n'étais à la hauteur de rien. Témoigne Cécile sur le site du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai déposé plainte auprès de la gendarmerie, perforation du tympan et fracture du sacrum, 30 jours d'arrêt de travail. Il a fallu à la justice plus de 2 ans pour juger l'affaire, nous écrit Christine. Et Chérifa, dans un autre courrier, je la cite, « J'ai l'intention de divorcer, il menace de me brûler le visage à l'acide. » Aurélie m'explique qu'elle a été chassée par son conjoint alcoolique et violent de son domicile. Elle dit explicitement, très simplement, très clairement, « Je crains, si je retourne à la maison, de ne faire qu'allonger la liste des féminicides. Mes 2 filles me supplient de ne pas me mettre à nouveau en danger de mort. Y a-t-il une possibilité pour moi de faire entendre ma voix et de retrouver un espace où je ne me sentirai plus menacée ?» Nous avons entendu, mesdames et messieurs, les 2 récits, témoignages, il y a quelques instants, qui viennent de nous être donnés. Et nous recevons, et j'ai lu, des dizaines de lettres de nos concitoyennes qui expriment détresse et indignation. Chacune des femmes qui nous écrivaient avait le sentiment de vivre un parcours au sens quasi premier de combattante, qui est à la fois très singulier, chacune avait le sien, et qui est en même temps très similaire à ce que beaucoup d'autres vivent. Les violences conjugales, ce ne sont pas des disputes de couple où les torts seraient partagés. C'est bien souvent un processus d'emprise sexiste, tellement ancré dans nos mentalités et dans nos pratiques, que certains hommes, se sont habitués à une forme d'impunité. L'impunité de frapper leur femme ou leur compagne, une fois, puis plusieurs fois, puis de la violenter systématiquement pour ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, pour ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne dit pas, pour ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas. Et parfois, c'est un long processus et une longue descente aux enfers. Et parfois, c'est comme vous l'avez dit, madame, un moment unique, mais fatal. Après des années d'emprise psychologique quand même. La violenter, la terroriser, parfois la tuer, parce qu'au fond, elle représente une altérité. Le propre d'une altérité, c'est d'avoir une volonté, une liberté qui ne coïncide pas toujours avec la vôtre. Et certains hommes ne le supportent pas. Je ne croyais pas avoir à dire cette phrase un jour dans une grande démocratie comme la nôtre, au pays des Lumières. Mais certains hommes n'arrivent pas encore à supporter que leur compagne existe autrement que pour eux. Si bien qu'aujourd'hui, dans notre pays, des femmes, nos concitoyennes, meurent étranglées, poignardées, brûlées, rouées de coups, tous les 2 ou 3 jours. Parfois sous les yeux de leurs enfants, parfois en pleine rue. Elles meurent en se jetant par la fenêtre, en serrant leur bébé dans leurs bras pour échapper à leur conjoint. Depuis des siècles, ces femmes sont ensevelies sous notre indifférence, sous notre déni, sous notre incurie, peut-être sous notre machisme séculaire, et au fond sous notre incapacité à regarder en face, les yeux dans les yeux, cette horreur. Ce parcours de combattante, nos concitoyennes nous disent qu'elles le vivent seules, livrées à elles-mêmes et à celui qui les détruit, malgré la loi, malgré tout ce qu'elles entreprennent pour mettre un terme à ce calvaire. Et bien souvent, celles qui vivent ce calvaire nous disent où est la justice. Elles trouvent inadmissible, je les cite, ou plus exactement, je cite un courrier que j'ai lu, inadmissible cette justice des hommes. Il me semble que lorsqu'elles disent cela,
elles veulent dire que cette justice leur donne le sentiment de profiter aux hommes et de ne pas suffisamment protéger les femmes des hommes. La question de Christine est évidemment insoutenable pour chacun de nos concitoyens, et plus particulièrement pour ceux, et nous sommes nombreux à faire partie de cette catégorie aujourd'hui, à avoir la responsabilité de trouver des solutions. C'est pourquoi le président de la République a choisi comme grande cause du quinquennat l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette cause est portée par l'engagement remarquable, je veux le dire et le redire, de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, qui a proposé que se tienne ici, ou plus exactement que se lance ici, aujourd'hui, ce que nous sommes convenus d'appeler un Grenelle de lutte contre les violences conjugales. Ce qui est important, ce n'est pas le terme de Grenelle, qui est d'ailleurs impropre, puisque nous sommes rue de Varennes. Ce qui est important, c'est cet exercice collectif, assumé, partagé, de lutte contre les violences conjugales. La secrétaire d'État nous a proposé de l'ouvrir le 3 septembre 2019 pour faire écho au 3919, le numéro que la Fédération nationale Solidarité Femmes a créé pour répondre aux victimes de violences conjugales et qui a reçu en 2018 53 244 appels. Ce numéro, beaucoup de nos concitoyens et de nos concitoyennes ne le connaissaient pas. Ils le connaissent aujourd'hui. Et ils doivent le connaître car c'est un élément de réponse. Ce Grenelle, cet exercice collectif dans lequel nous nous engageons, va mobiliser jusqu'au 25 novembre. Nous avons voulu que le temps de travail soit condensé. Il va mobiliser l'ensemble du gouvernement, notamment la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, le ministre en charge du logement, Julien Denormandie, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Nous allons être pleinement mobilisés, mais nous avons besoin de vous, de votre expertise, d'associations, de parlementaires, d'élus locaux, de professionnels de terrain, que vous soyez policiers, gendarmes, magistrats, avocats, travailleurs sociaux, médecins, enseignants, responsables d'un centre d'hébergement ou maires. Parce que cette solution appelle, à l'évidence, un travail collectif. C'est à ce prix, c'est avec ce sens de l'effort collectif que cet exercice, que ce Grenelle pourra changer radicalement les choses. Mais je ne veux pas renvoyer au 25 novembre et à l'éventuel travail, et au travail que nous allons réaliser, les éventuelles annonces après ce travail. Nous pouvons prendre des mesures d'urgence, et je voudrais vous en dire un mot dès maintenant. La première urgence, c'est de protéger les femmes victimes de violences conjugales en leur assurant une mise à l'abri rapide. 71% des victimes résident au même endroit que leur conjoint violent, et la moitié de celles qui appellent le 3919, tout le monde n'appelle pas le 3919, la moitié de celles qui appellent le 3919 souhaitent quitter le domicile conjugal. 5000 places d'hébergement sont déjà dédiées aux femmes qui fuient des violences conjugales et nous avons annoncé cet été la mise à disposition de 240 nouvelles places en janvier 2020. Mais il faut encore développer cette offre, notamment pour les mères de famille. Car on sait que les femmes qui restent avec un conjoint violent s'y résignent en général, faute de moyens matériels et financiers, pour partir avec leurs enfants. Nous allons donc mobiliser 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence. 250 seront créées en 2020 dans les centres d'hébergement d'urgence pour assurer des mises en sécurité immédiates. Et le ministre du Logement créera par ailleurs 750 places grâce à la mobilisation de l'allocation de logement temporaire. Ce logement sera adapté aux femmes qui partent avec leurs enfants. Il ne s'agira pas d'un hébergement d'urgence dans une structure collective. Elles pourront y rester entre 6 mois et 1 an. Ce Grenelle nous permettra d'évoquer les besoins qui restent à couvrir. Et je propose une clause de revoyure avec le ministre chargé du logement d'ici 1 an pour faire un point précis sur la façon dont ces créations sont mises en œuvre et sur les besoins qui restent à couvrir. Vous me direz, et vous aurez raison,
que lorsqu'on veut partir, il faut déjà savoir où trouver une place disponible. C'est ce qui nous conduit à créer une plateforme de géolocalisation pour que les professionnels, notamment les associations ou les forces de l'ordre, l'ensemble des professionnels, puissent identifier en temps réel les places d'hébergement disponibles. Ils pourront ainsi orienter la victime vers un logement situé près de chez elle, dans les meilleurs délais. Enfin, les femmes victimes de violences auront désormais accès à la garantie Visale, c'est-à-dire à une caution gratuite de la part d'Action Logement. Car l'idée, ce n'est pas seulement d'offrir des logements d'urgence ou des logements pour un an, c'est déjà essentiel. L'idée, c'est que les victimes puissent refaire leur vie, ce qui implique qu'on leur donne du temps, des moyens et de la sécurité pour emprunter un chemin de résilience. Or, actuellement, la plupart des féminicides ont lieu quand la victime trouve le courage de quitter le domicile conjugal, d'aller porter plainte, ou quand elle dépose ses enfants à son ex-conjoint en cas de séparation entre les parents. La deuxième urgence consiste à assurer la protection des femmes à toutes les étapes de leur démarche. Vous connaissez et vous avez décrit le nouveau calvaire qui peut commencer pour les femmes qui se décident à porter plainte. Christine disait « On subit des interrogatoires comme une criminelle ». D'autres évoquent parfois la maladresse, parfois les sous-entendus déplacés auxquels elles ont droit quand elles dénoncent les faits. Une phrase me frappe particulièrement, « Si vous portez plainte, vos enfants seront placés », avancent à tort certains interlocuteurs au sein de nos services publics. D'autres semblent douter de la réalité des viols conjugaux ou considèrent que l'État n'a pas vocation à rendre justice pour les violences intrafamiliales. Ces attitudes, réelles ou ressenties, il est hors de question que les victimes continuent à les subir. Quand une femme a le courage de porter plainte, l'accueil que lui réserve le commissariat ou la gendarmerie doit être irréprochable. Le président de la République était ce matin au 39-19 et il écoutait. Et une femme qui appelait indiquait qu'elle venait porter plainte et qu'elle voulait partir et récupérer ses affaires. Et elle demandait aux gendarmes de l'accompagner pour récupérer ses affaires. Et le réflexe de celui qu'elle avait au bout du fil, c'était, ou en face d'elle, au bout du fil, c'était de dire, c'est pas dans le code de procédure pénale, c'est pas dans le code pénal, ça n'est pas quelque chose que je devrais faire. Et croyez-moi, si je cite cet exemple, ça n'est pas du tout pour jeter l'opprobre sur celui qui a fait cette réponse. C'est beaucoup trop facile de dire « il a mal répondu ». C'est pour dire que, collectivement, nous n'avons pas fait le nécessaire pour que la bonne réponse soit donnée dans ces circonstances. Et c'est ce qu'il nous faut changer. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur va lancer ce que nous appelons un audit dans 400 commissariats et gendarmeries. 400 commissariats et gendarmeries. Afin d'examiner très précisément la façon dont les femmes victimes de violences conjugales sont accueillies, afin d'identifier très précisément les dysfonctionnements précis, et de les corriger. La façon dont a été accueilli ou aura été accueilli 500 victimes sera évaluée. Et c'est avec cette analyse fine, par l'ensemble des dysfonctionnements qui ont pu exister et qui parfois subsistent encore, nous le savons, ne nous voilons pas la face, que nous saurons exactement trouver les méthodes d'organisation et de formation pour trouver les bonnes réponses. Je suis, par ailleurs, sinon surpris, mais au fond consterné, de recevoir des témoignages qui révèlent les disparités de traitement d'un territoire à l'autre. Bien sûr, nous ne vivons pas dans un monde où tout est parfaitement identique à tous les endroits. Et nous ne vivons pas dans un monde où tous les individus sont parfaitement identiques et ils n'ont pas tous la même réaction face aux mêmes faits. Mais on ne peut pas accepter l'idée qu'il y ait, en fonction de l'endroit où on habite, des endroits où l'accueil que je viens d'évoquer serait bien fait, d'autres où il serait systématiquement mal fait. C'est pourquoi
C'est pourquoi nous allons travailler sur ce que nous appelons un protocole unique d'évaluation du danger, qui sera utilisé par l'ensemble des policiers et des gendarmes, qui devra être finalisé pour le 25 novembre, afin que les professionnels disposent d'un outil unique pour évaluer la situation des femmes qui s'adressent à eux. Il servira aussi à réduire ce phénomène dont nous savons qu'il existe, c'est-à-dire le fait que lorsque l'on va au commissariat ou à la gendarmerie, on peut être encouragé à déposer une main courante, comme on dit, plutôt qu'un dépôt de plainte. Les mains courantes ont diminué entre 2013 et 2017 en la matière de 20%. Elles n'ont pas diminué parce que les violences ont diminué. Elles ont diminué parce que, au fond, la main courante, ça ne suffit pas. Et qu'il faut encourager au dépôt de plainte et qu'il faut ensuite savoir accueillir le dépôt de plainte. Par ailleurs, nous allons généraliser la possibilité de porter plainte à l'hôpital. Ce sera le cas à partir du 25 novembre. Je souhaite que des conventions soient conclues entre toutes les autorités compétentes, les commissariats, les gendarmeries, les hôpitaux. Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Solidarités et de la Santé y veilleront. Parce que quand une femme se rend aux urgences pour coups et blessures, c'est déjà suffisamment pénible. Si elle doit retourner chez elle avant de porter plainte, elle retrouvera son conjoint. Nous avons intérêt, je crois, à encourager ce dépôt de plainte à l'hôpital. Par ailleurs, les délais de traitement des cas de violence conjugale sont souvent insupportables. Parce que non seulement le dépôt de plainte ne protège pas la victime, mais c'est souvent le moment qui l'expose le plus. Julie, dont vous avez parlé, monsieur a été tué le 3 mars dernier par son ex-conjoint. Elle avait déposé plusieurs plaintes. Mais comme on n'était pas, vous l'avez dit, vous-même arrivé à la violence ultime, elles n'ont pas suffisamment été prises en compte. On n'avait pas retiré son arme à son conjoint. Cette tragédie, celle que vous avez décrite, elle se répète en France une fois tous les 3 jours. C'est pourquoi, pour accélérer le traitement des cas de violence conjugale, nous voulons que dans les 172 tribunaux de France métropolitaine et outre-mer comprises, soient clairement identifiés des procureurs référents spécialisés. Et nous expérimenterons des chambres d'urgence pour que les dossiers soient traités en 15 jours, avec une meilleure articulation des différents acteurs judiciaires. La première expérimentation aura lieu à Créteil. Nous devons avancer pour que la réponse de l'ensemble du dispositif soit rapide et ferme. La troisième urgence, c'est l'éloignement des conjoints et des ex-conjoints violents. Cet éloignement doit être effectif au moment où les victimes sont le plus exposées. En France, nous avons déjà mis en place des outils, comme le téléphone grave danger, qui permet à une personne menacée de donner l'alerte instantanément. En 2018, cet outil a permis de lancer 12 500 alertes et plus de 400 interventions des forces de l'ordre. C'est un bon outil qu'il faut continuer à déployer, comme y incite d'ailleurs la garde des Sceaux. Le bracelet électronique anti-rapprochement a aussi fait ses preuves, notamment en Espagne depuis 2004. Concrètement, le conjoint violent porte un bracelet électronique inamovible, connecté avec un récepteur porté par la femme. Dès qu'un rapprochement illicite est constaté, les forces de l'ordre sont alertées pour réagir. Plusieurs propositions de loi sur ce thème ont été déposées. Je le dis devant les députés qui en sont l'auteur. J'ai bon espoir que le bracelet anti-rapprochement puisse être très largement mis en place dès cette année. Grâce à cela, le juge pourra ordonner la mise en place du bracelet dans 2 situations. En cas de condamnation pour violence conjugale, mais aussi, et j'y insiste, avant toute condamnation, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une ordonnance de protection. Déjà depuis 2010, le juge aux affaires familiales peut interdire l'entrée en contact avec la victime de violence. Mais interdire, ça n'empêche pas toujours les féminicides, nous le savons. C'est pourquoi l'autorité publique ne doit plus seulement interdire, elle doit s'assurer que le respect du contrôle de cette interdiction est bien possible. C'est tout l'objet de ce nouveau dispositif. Pour être efficace, le bracelet sera posé sous 48 heures après le prononcé de la mesure. Enfin, il est urgent de protéger aussi bien les enfants que leurs mères
en réformant notre législation en matière d'autorité parentale. Vous l'avez évoqué, madame. 80% des femmes victimes de violences conjugales ont au moins un enfant. Et le ou les enfants subissent forcément les répercussions d'un environnement familial dégradé. Il m'est arrivé d'entendre, il y a longtemps, peut-être récemment encore, cette phrase, cette idée, je ne suis pas sûr qu'on puisse la qualifier d'idée, cette assertion, selon laquelle un conjoint violent ne serait pas forcément un mauvais père. Je l'ai entendu. Bon, je suis bien persuadé qu'ici, dans la salle où vous êtes réunis, beaucoup l'ont également entendu. J'ai tendance à penser qu'un père qui ne respecte ni la mère de ses enfants, ni la loi, assume au moins imparfaitement les fondamentaux que la société peut attendre d'un père. Quand un enfant retrouve sa mère inanimée, quand il la surprend pendant qu'elle essaie de camoufler un bleu, quand il entend son père la dénigrer systématiquement, on ne peut imaginer que cet enfant garde de son père une image intacte. De plus, tant que les hommes se convaincront qu'ils peuvent frapper la mère de leurs enfants sans être de mauvais pères, on peut hélas redouter qu'ils continuent à le faire. Tant que les femmes se convaincront que leur conjoint peut les frapper sans être de mauvais pères, on peut hélas redouter qu'elles resteront avec eux. Et malheureusement, chez les hommes et chez les femmes, cette idée, cette assertion existe et perdure. La prise de conscience doit donc être collective, avec une éducation et une prévention massive dès le plus jeune âge. Par ailleurs, quand on entend qu'un conjoint violent ayant tué la mère de ses enfants conserve le plein exercice de son autorité parentale, on doit, mesdames et messieurs, comprendre la perplexité de nos concitoyens et leur perte de confiance dans les fondamentaux de notre société. Lorsqu'un père commet des violences sur la mère de ses enfants, souvent devant ses enfants, on peut supposer que la relation entre le père et son enfant est fortement abîmée, au moins le temps du jugement et de la procédure. Maintenir à tout prix le contact entre un enfant et son père, qui risque de l'utiliser comme un instrument de pression, ne semble raisonnable ni pour l'enfant ni pour la mère, qui est mise en péril dès qu'elle exerce son droit de visite. Il est temps, me semble-t-il, d'aligner notre droit avec cette réalité. On ne peut pas opérer une scission artificielle entre le conjoint et le père quand il s'agit du même homme. Dans plus de 80% des cas, les violences conjugales et les violences faites aux enfants sont liées. Notre devoir, Nicole Belloubet et Adrien Taquet s'y attellent tous les jours, c'est de protéger les enfants qui sont victimes de ces situations invivables. Or, aujourd'hui, quand un homme passe en comparution immédiate pour violence sur sa conjointe, la seule chose que le juge peut faire, c'est de lui retirer l'autorité parentale, c'est-à-dire ses droits et ses devoirs de père. Devoirs comme par exemple celui de subvenir aux besoins de son enfant. Pour certains hommes, c'est donc comme un blanc-seing par lequel ils se sentent autorisés, dès lors que l'autorité parentale leur est enlevée, à délaisser leurs enfants. C'est parfois la seule solution, mais c'est une solution si radicale, y compris pour l'enfant, que les juges, je le sais, hésitent à la prononcer. Nous devons donc combler les manques de notre législation afin d'offrir à la justice, aux magistrats, une palette d'outils mieux adaptés à la fois à l'urgence et à la singularité des situations. C'est pourquoi nous avançons 2 propositions en matière d'autorité parentale. Premièrement, quand une plainte aura été déposée et sera examinée par le juge pénal, celui-ci, s'il considère que le retrait de l'autorité parentale est trop radical, pourra suspendre ou aménager son exercice. Suppression du droit de visite et d'hébergement, possibilité pour la mère de prendre les décisions de façon unilatérale tout en continuant à percevoir une pension alimentaire. Il s'agit d'offrir un outil plus flexible, plus opérationnel pour protéger la victime et ses enfants. Deuxièmement, l'exercice de l'autorité parentale sera suspendu de plein droit en cas d'homicide volontaire par le conjoint, sans qu'il soit besoin d'une décision du juge, et ce, dès la phase d'enquête ou d'instruction. J'évoquais tout à l'heure, à propos de l'examen qui va être réalisé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, l'audit dans les 400 commissariats et gendarmeries.
Je crois que nous devons aussi réaliser cet exercice s'agissant de la chaîne pénale dans son ensemble, en passant au peigne fin dans les procédures d'homicides conjugaux, le fonctionnement, les décisions, les indécisions, les absences de décision de l'ensemble de la chaîne avec toutes les institutions concernées. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire cela pour pointer la responsabilité ou la faute de tel ou tel acteur, mais afin de regarder nos défaillances en face. Quand je vois qu'en plein mois d'août, les préfets et les procureurs ont réussi à mobiliser les élus, les collectivités, les associations, les partenaires locaux dans 91 départements de métropole et d'outre-mer, je me dis que nous pouvons y arriver. Ce Grenelle de lutte contre les violences conjugales, mesdames et messieurs, viendra enrichir cette première série de mesures. Je vous invite notamment à réfléchir aux spécificités que présentent certains territoires. Je pense par exemple, Madame la Ministre, aux Outre-mer et aux spécificités de certaines femmes particulièrement vulnérables. Je pense notamment, Madame la Secrétaire d'État, aux femmes en situation de handicap, à qui nous devons une protection bien plus grande que celle qui existe aujourd'hui. Nous ne devons pas non plus exclure de nos réflexions les violences conjugales qui pourraient frapper certains hommes. Elles restent très minoritaires, très largement méconnues. Mais ne commençons pas sur ce sujet à dire qu'il ne faut pas, en la matière, regarder la réalité en face. Elles existent également. Ce Grenelle de lutte contre les violences conjugales concerne tous nos concitoyens. Ne nous trompons pas, mesdames et messieurs, les hommes qui les commettent peuvent être philosophes, ouvriers, artistes, étudiants, commerçants. Les femmes qui en sont victimes peuvent être universitaires, assistantes de direction, infirmières, femmes au foyer. Et les féminicides menacent des femmes de tous âges. Le 6 janvier, en Seine-et-Marne, Taïna avait 20 ans. Le 21 mars, dans le Morbihan, Georgette avait 84 ans. Certains vont essayer de relativiser l'étendue et l'horreur des violences conjugales. Certains auront peut-être l'indécence de temporiser au lieu d'agir. Certains ne parleront que des moyens. Je ne dis pas que c'est un mauvais sujet, je pense que ce n'est pas le sujet essentiel. Certains brandiront des chiffres. On évoquera le milliard espagnol, c'est-à-dire l'engagement pris par les autorités espagnoles lorsqu'elles comptent l'ensemble de ceux qui interviennent en la matière pendant 5 ans, d'atteindre 1 milliard. Je ne me place pas sur ce terrain. À la vérité, si nous comptions comme les Espagnols, sur les 5 ans, nous serions très largement au-dessus de ce milliard. Mais ça n'est pas la bonne façon de regarder le sujet. La bonne façon de regarder le sujet, c'est de dépioter un par un les endroits où nous avons failli, afin que, un par un, nous puissions les corriger. On ne le répétera jamais assez. L'absolue singularité des violences conjugales, c'est qu'elles se produisent dans l'endroit où l'on devrait normalement se sentir le plus en sécurité. La personne dont on est tombé amoureux, avec laquelle on a choisi de vivre, c'est normalement la personne qui nous donne de la confiance, du souffle. Peut-être avez-vous à l'esprit cette phrase de Victor Hugo, dans Les Misérables, qui écrit que les gens qu'on aime sont normalement, je le cite, la formule est intéressante, nos êtres respirables. S'ils nous manquent, nous dit Victor Hugo, l'air nous manque, nous étouffons. Quand le conjoint ou l'ex-conjoint rend l'air irrespirable, impunément, je suis convaincu que c'est toute la société qui est non seulement misérable, mais asphyxiée. Il est donc temps que nous assurions à toutes les Françaises le droit de respirer, avec ou sans leur conjoint, pour que justice soit faite. C'est un très grand travail, c'est une très grande urgence, et nous l'abordons, je le dis, avec une très grande détermination. Je vous remercie.